Bonjour, je suis Claire Gagnère et dans ce podcast, nous allons parler d'écoles alternatives, actives ou encore holistiques. Autant de noms nouveaux qui font appel à un mode d'éducation, on l'a compris, différent de l'école traditionnelle ou classique, comme nous l'avons pour la majorité d'entre nous connue. Là, en tout cas, on peut bien dire que c'est une école spéciale. Dans mon parcours de maman de 3 enfants et de femme d'entreprise, il me semble important d'agir pour demain. C'est pourquoi j'ai fondé l'école Olysée à Saint-Germain-en-Laye. Une école, vous l'aurez compris, alternative, ouverte à tous, mêlant maternelle et primaire. Moi, j'apprends à vivre avec d'autres personnes, à être avec des enfants et être avec les plus petits. Pour y voir plus clair et mieux comprendre ce mode d'éducation, chaque mois, j'invite à ce micro des experts avec qui nous aborderons des sujets de fond pour mieux comprendre cette nouvelle approche de l'apprentissage qui font de plus en plus d'adeptes. Bienvenue dans le podcast Olysée, une école pour la vie. Bonjour. Aujourd'hui, dans cette première émission sur la pédagogie alternative, nous allons répondre à la question « Qu'est-ce que l'éducation alternative ?» Pour y répondre, j'ai le plaisir d'accueillir 3 invités à ma table. Caroline Sost, directrice et fondatrice de Living School. Sandrine Bouvier, cofondatrice de l'école à l'air libre, R-E-R-E, directrice du secondaire. Et Philippe Ruellin, expert dans la mise en œuvre d'une école du 3e type et conseiller pédagogique à l'origine de l'école Olysée. Philippe Ruellin, nous allons commencer avec vous. Donc, je le rappelle, vous êtes expert dans la mise en œuvre d'une école du 3e type et conseiller pédagogique à l'origine de l'école Olysée. Alors, ensemble, nous allons définir ce qu'est l'éducation alternative. On peut définir l'éducation alternative par l'existence d'un projet éducatif avec une finalité qui est claire, précise et surtout affichée. Contribuer à la construction de l'enfant en adulte autonome, disposant des outils pour être et agir dans une société où il ne sera pas passif. Nous avons choisi, avec l'école Olysée, le courant du 3e type. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui. Tout d'abord, il faut savoir que ce courant est né au sein d'écoles primaires de l'éducation nationale et que c'est un peu, en quelque sorte, le prolongement de la pédagogie Freinet. Pour le comprendre, on va repartir du mot essentiel de la finalité, autonome. Le terme autonomie étant tellement galvaudé que je parlerai donc plutôt d'autodétermination. Cette autodétermination, c'est ce qui rend possible les motivations intrinsèques. Lorsque ce sont les enfants qui enclenchent les activités et les projets, les interactions sont plus nombreuses et plus qualitatives. C'est cette multitude d'interactions entre l'environnement et l'enfant qui va façonner et construire son cerveau. Alain Berthoz, le neurobiologiste, explique dans son livre « La simplexité » que le cerveau ajuste ses circuits neuronaux jusqu'à ce qu'il produise une solution satisfaisante. L'enfant se construit donc au sein d'un groupe par l'interaction permanente avec son environnement et dans l'interrelation constante avec les membres du groupe auquel il appartient. Ces connexions neuronales forment des réseaux dont leur complexité définit ce qu'on peut appeler et ce qu'on va appeler un niveau de langage. On a un réseau pour le langage écrit, on en a un autre pour le langage oral, un autre pour le langage mathématique, un autre pour le langage scientifique. Dans l'école du 1er type, où on a des méthodes frontales, des méthodes transmissives, ou dans l'école du 2e type, où on voit les méthodes actives, l'attention est portée sur les compétences, c'est-à-dire sur des objets à transmettre à un sujet censé les recevoir. Dans l'école du 3e type, notre attention est portée sur le sujet lui-même, et plus précisément sur la quantité et la qualité de ses interactions, afin qu'il construise et développe au mieux ces circuits neuronaux. Merci beaucoup Philippe. Alors, comment mettez-vous en œuvre cette école du 3e type ? Alors, pour que l'autodétermination soit vécue par l'enfant, il doit prendre l'habitude de décider par lui-même et de prendre des décisions avec d'autres. Il faut donc mettre en place un système sans domination.
qui tend vers un partage des pouvoirs avec les enfants. Le système doit donc avoir la capacité à s'auto-organiser, notamment par le biais de réunions quotidiennes. Le système doit pouvoir évoluer en fonction des intérêts de chacun, et donc avoir la capacité d'être perturbé. Par exemple, l'enfant arrive en classe en voulant continuer, dès son arrivée, son exposé, commencer à la maison. Ou la lecture d'un message d'une autre classe déclenchant des envies soudaines. Mais bon, attention à l'équilibre. Il est important et même nécessaire que le système soit en équilibre permanent, car les enfants et le groupe ont besoin d'être toujours dans un état sécure. Le système doit donc pouvoir gérer toute perturbation et rester en équilibre en passant d'un état instable à un état stable. Il faut donc un système homéostasique, c'est-à-dire dans un équilibre qui perdure. Concrètement, cela signifie que la classe sait s'adapter à des imprévus, comme un conflit ou un nouveau projet émergent, et rapidement retrouver son état d'équilibre par la coopération entre les enfants, leur bon sens ou une réunion. Pour le mettre en œuvre, il faut donc créer un système qui s'apparente à un système vivant, à l'image du corps humain, pour que chaque cellule puisse se développer au mieux. Très intéressant. Merci Philippe. Et alors, pour mettre en place justement un système éducatif vivant, qu'est-ce qu'il faut faire ? On a identifié 4 piliers. Ouais. La réunion quotidienne, des ateliers permanents, c'est-à-dire des ateliers disponibles facilement, un groupe multi-âge bienveillant et positif, et une mémoire collective de la vie du groupe. Il faut permettre à ce que chaque enfant puisse choisir et réaliser ses envies profondes, tout en entretenant une relation positive, ou de plus en plus positive, notamment avec les langages écrits et mathématiques. Lorsque le système est bien vivant, il n'y a qu'à observer et accompagner les envies des uns et des autres. Mais au début, pour le rendre vivant, et non pas oisif, fuyant et encore moins excité, plus les enfants ont été formatés par le système classique, on va dire que plus il y a du job. Parmi les fonctionnements transitoires, on a un fonctionnement qu'on a appelé la journée en 4 temps qui nous donne certaines satisfactions. D'accord. Alors, il y a une question qui me vient, c'est quelle est la formation en fait pour des adultes qui veulent mettre en place ce système éducatif vivant ? Il faut des caractéristiques chez ces adultes qui vont être dans le groupe. Un esprit de chercheur, de remise en question, de l'humilité. Il faut qu'ils soient capables d'identifier des problématiques, de les analyser, de trouver des pistes, capables de mettre en œuvre des stratégies éducatives pour modifier le projet pédagogique qui décrit le fonctionnement de la classe à tout moment, pour qu'ils atteignent au mieux les objectifs du projet éducatif, dont l'un d'eux est que tous les enfants suivent au collège au moins aussi bien que les enfants venant des écoles classiques. Il faut aussi que les adultes aient envie de faire évoluer le système vers un système de plus en plus vivant et de le faire avec les enfants et les parents. Pour ceux qui sont intéressés, je les invite à s'inscrire sur la liste pratique et ou à s'inscrire à notre rencontre annuelle. Nous sommes en fait en perpétuelle recherche car chaque contexte, chaque école est spécifique. D'accord. Et une dernière question, Philippe, avant de passer à notre deuxième invité. Quelle est la place du numérique dans une école du 3e type ? Est-ce qu'il y a une place du numérique dans une école du 3e type ? Le numérique fait partie intégrante de notre société. Les outils numériques doivent être considérés comme des outils au même titre qu'un crayon, un cahier, un livre, un tableau. Outre leur efficacité, on ne peut que se réjouir des opportunités qu'ils nous offrent pour accéder aux informations. Ils nous permettent également de diffuser, de communiquer plus facilement, ce qui contribue à donner du sens aux activités, aux productions, et ce qui accroît également les interactions. Nous avons créé et continuons de développer un outil au service de nos systèmes éducatifs vivants que les enfants utilisent tous les jours depuis 20 ans. Arbuste.net, un réseau de classes éducatifs facilitant la communication, la correspondance, l'échange de journaux scolaires, la diffusion des productions, les plans de travail,
la mise en place d'arbres de connaissances et offrant de nombreuses ressources. On peut dire qu'on utilise le numérique. On utilise le numérique. Merci Philippe. Donc là, nous avons vu ce qu'est un système éducatif vivant. Et je vais passer la parole maintenant à Caroline Sost. Donc je le rappelle, vous êtes directrice et fondatrice de Living School à Paris dans le 19e. Et nous allons aller plus en détail sur la vie à l'école. Alors déjà, Living School, c'est une école et un collège innovant, privé, au service de la vie, dont la raison d'être est de permettre par l'éducation et la formation l'émergence dans le monde de citoyens épanouis et responsables, contributeurs d'une réelle évolution de l'humanité. Alors Caroline, dites-nous un peu plus en détail ce qu'est le Living School et comment on vit une journée à Living School. Alors, Living School, c'est donc une école que j'ai créée en 2007 à Paris, dans le 19e, au pied du parc des Buttes-Chaumont. On accueille une centaine d'élèves, de la maternelle jusqu'au collège. Et on a 3 piliers dans notre pédagogie. Le premier, qui est vraiment au cœur du réacteur, j'ai envie de dire, c'est le savoir-être. C'est de se dire que notre façon d'être, elle a un impact énorme dans notre façon d'apprendre, dans notre façon d'être avec les autres et d'être au monde tout simplement. Et que nous aussi, enseignants, éducateurs, adultes dans l'école, nous avons une responsabilité dans notre façon d'être avec les enfants. Dans la mesure où nos qualités comme nos défauts vont avoir un impact dans la classe sur une année, puis sur des générations d'enfants pendant des années. Et donc pour nous, c'est très important de travailler notre qualité d'être de manière à déjà nous épanouir, parce que je pense que c'est important d'être heureux dans la classe. Quand on est heureux, on communique cette joie autour de nous. Et puis de manière à aussi être le plus possible exemplaire, sachant qu'on est tous en chemin et que personne n'est parfait, bien sûr, mais le plus possible exemplaire de ce que nous essayons de donner comme repère aux enfants. Déjà de développer notre confiance en nous, d'avoir des bonnes relations les uns avec les autres, parce que c'est donner un bon modèle pour les enfants entre eux, et puis de savoir s'affirmer plutôt que réagir, par exemple. Donc à Living School, le savoir-être, c'est vraiment le cœur de la pédagogie, avec des heures dans l'emploi du temps qui sont vraiment dédiées au savoir-être, pour apprendre justement à ce qu'on appelle, nous, à se centrer quand une émotion négative nous envahit, par exemple, pour apprendre à gérer les conflits avec les copains, pour apprendre à avoir confiance en soi, parce que c'est aussi un travail, ça se développe, en fait, la confiance en soi. Donc voilà, donc on a une équipe qui est formée pour ça, de manière initiale et continue, donc par un travail sur soi qui est approfondi. Et puis le deuxième axe à Living School, c'est l'éco-citoyenneté. Moi, j'ai créé cette école parce que j'étais devenue consciente des enjeux du monde et je me rendais compte que, notamment, le changement climatique était un enjeu assez énorme et même assez monstrueux, en fait, pour les jeunes générations, qui interrogeaient même sur le sens de faire société. À quoi ça sert de travailler dans des entreprises? Quel est le sens de tout ça? Et donc, pour moi, c'était important de remettre du sens dans les apprentissages, de se dire, on apprend, mais l'objectif final, la finalité de tout ça, c'est de pouvoir contribuer à un monde meilleur, de pouvoir contribuer à ce qu'il y ait un peu plus de bien-être au niveau de l'humanité sur cette planète et un peu moins de destruction, dans la mesure où, pour l'instant, je trouve que l'homme a plutôt mis son potentiel au service d'une destruction assez massive. Donc voilà, donc là, on travaille sur l'éco-citoyenneté et la façon dont on le fait, c'est qu'on travaille pas mal en mode projet avec des initiatives qui viennent des enfants. Et c'est eux qui conduisent des projets éco-citoyens comme replanter des arbres, venir en aide aux monsieur SDF du quartier, aider des espèces en voie de disparition. Donc là, ce sont des projets et on va du coup aborder les matières, le français, les maths, au travers de ces projets porteurs de sens. Et puis le troisième axe, chez nous, donc j'ai dit savoir-être, éco-citoyenneté, le troisième, c'est l'école des adultes, dans la mesure où pour nous, former les citoyens de demain, c'est super, mais c'est presque déjà trop tard par rapport aux enjeux. Et donc nous avons besoin de former les adultes, donc leurs parents, mais aussi des professionnels de l'éducation, puisqu'on est un centre de formation depuis 13 ans, qui accueille des
professionnels de l'éducation de partout, même de l'éducation nationale, qui viennent se former au savoir-être, à l'éco-citoyenneté chez nous. Et nos parents d'élèves ont aussi donc un cursus dans l'année avec plusieurs ateliers autour de la parentalité, autour de conférences sur les écrans, sur l'éducation affective et sexuelle, de manière vraiment à les accompagner pour qu'ils puissent être le plus épanouis possible dans leur rôle de parents et qu'ils puissent avoir des réponses à leurs questions dans la mesure où il y a beaucoup de questionnements quand on est parent aujourd'hui. Donc finalement, vous préparez les enfants au monde de demain, au monde de l'entreprise, parce que vous parlez en mode projet. Donc finalement, ils sont déjà un peu aguerris à ce type d'exercice qu'ils vont retrouver dans le monde de l'entreprise. Comment vous pouvez nous décrire une journée un peu type pour un enfant à l'école? On va prendre au primaire, par exemple. Sûr. Alors déjà, on prépare au monde de l'entreprise, mais l'entreprise qui a du sens. J'ajoute ça parce que c'est hyper important pour nous. Alors une journée type à Living School, quand il n'y a pas la Covid qui s'invite, déjà les parents peuvent rentrer dans la classe en primaire pour une demi-heure. Ils peuvent rentrer dans la classe avec leurs enfants, se poser avec eux, faire une activité, voir leurs travaux. Donc voilà, les parents sont les bienvenus et c'est toujours un moment génial de pouvoir rentrer dans la classe et d'avoir ce lien pour nous, les parents sont des partenaires. Et puis ensuite, on démarre la journée par un éveil corporel qui est animé par les enfants dès la maternelle. Donc, c'est un enfant qui va animer un éveil du corps qui se termine aussi par, généralement, il pose une intention. Ou, ça peut être, on a envie de passer une belle journée, mais ça peut être de dire, j'ai ma grand-mère qui est hospitalisée, je voudrais qu'on pense à elle. Voilà, donc il y a toujours de très beaux moments qui viennent de la fin de cet éveil corporel. Ensuite, démarre la journée. Donc, chez nous, la particularité en dehors des projets éco-citoyens, en dehors aussi de l'apprentissage académique, on va dire, c'est le fait d'avoir ce mode projet avec les projets éco-citoyens et le fait d'avoir dans l'emploi du temps aussi des heures consacrées, par exemple, au savoir-être, qu'on ne va pas nécessairement retrouver dans d'autres écoles. Donc, selon l'emploi du temps, il va y avoir des activités comme celle-là. On est aussi une école bilingue, anglais, donc il va y avoir aussi des moments d'apprentissage de l'anglais. Et puis, donc là, il y a vraiment un temps de travail qui peut être soit en sous-groupe, soit en autonomie. Ensuite, on se retrouve chez nous. On a un coin rassemblement pour les enfants jusqu'au même au collège, en fait. C'est-à-dire que pour nous, le coin rassemblement qui existe en maternelle dans des écoles conventionnelles, il existe chez nous jusqu'au collège. C'est-à-dire que pour nous, c'est hyper important de pouvoir se retrouver plusieurs fois par jour, tous ensemble, pouvoir échanger sur les projets en cours, pouvoir échanger sur la façon dont on se sent. Donc voilà, il y a plusieurs moments de retrouvailles dans la journée. Et puis, le midi, on déjeune tous ensemble. On a un super partenaire qui est Marmite Volante, j'en touche un mot parce que c'est bio, local, de saison, et c'est génial, donc il livre notre école. Et puis, on sort ensuite au parc pour une heure. On va au parc des Buttes-Chaumont pour 1 heure. Le vendredi, il y a la particularité qu'on fait école dehors, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, on va dehors, sauf si le parc est fermé pour intempéries, mais on va dehors. Et là, on fait des maths dehors, de la géométrie dehors, du français dehors, de la poésie dehors. Enfin voilà, on fait tout ce qu'on peut faire dehors. Et puis, l'après-midi, reprennent les activités en français ou en anglais, avec toujours ces temps de retrouvailles, ces moments de rassemblement. Et la journée se conclut par un rassemblement. Voilà. Et alors, quand vous parlez, les enfants se retrouvent, est-ce que vous avez, comme on a par exemple dans le courant 3e type, des classes multiniveaux ou est-ce qu'il y a cette répartition par âge? Comment ça s'organise en fait? Alors chez nous, le multiniveau, il est hyper important. On trouve qu'on n'aimerait pas avoir une classe de niveau unique, dans la mesure où on trouve qu'il y a un enrichissement énorme en mélangeant les tranches d'âge, et que c'est même plus naturel en fait. Donc nos classes de maternelle, c'est du 3-6, et ensuite il y a toujours des doubles niveaux. Parfois des triples niveaux même. Voilà, mais l'organisation est toujours en double niveau. Et alors, on a parlé tout à l'heure de collège, donc je crois que vous venez en fait d'ouvrir un collège, donc qui est très intéressant parce que on parle beaucoup d'écoles alternatives dans le primaire, un peu moins dans le collège, et puis c'est toujours la crainte des parents de savoir, mais après l'école primaire, où va aller mon enfant, est-ce qu'il va retourner dans l'éducation nationale classique? Donc vous avez ouvert ce collège. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur cette expérience qui vient qui a démarré en septembre l'année dernière, je crois? Oui, alors déjà c'est une expérience qui est conduite par
mon adjointe, qui s'appelle Anne-Sophie de Oliveira. C'est vraiment son projet de vie. C'est-à-dire quand elle est arrivée il y a 12 ans chez nous, elle a eu tout de suite un élan en me disant « mais il faudrait ça pour les ados, il faudrait ça pour les ados ». Et moi, j'avais bien conscience qu'effectivement, le collège, c'est là où le bas blesse en France, notamment. Il y a un gros travail à faire pour le collège. Donc, elle a lancé son projet de vie qu'elle a réalisé en septembre avec mon aide. Et l'objectif, c'est vraiment de faire rimer adolescence avec sens. C'est de redonner du sens aux apprentissages et de pouvoir transmettre aussi tous les repères qu'on apprend à Living School à ces jeunes. Alors, ce qui est très intéressant pour nous, c'est qu'on a fait notre entrée avec majoritairement des enfants extérieurs à Living School. Et c'est très intéressant pour nous de voir des jeunes qui n'ont pas eu nos repères, qui arrivent et qui les découvrent. Et donc, je vais donner juste un exemple, mais chez nous, on part du principe que tout le monde a du potentiel, tous les enfants ont du potentiel, tous les adultes ont du potentiel, et puis on ne va pas juger, on ne condamne pas, on ne critique pas négativement, donc on est dans le non-jugement. Et les premiers temps, les élèves étaient très surpris de ça. Ils ne s'attendaient pas à ça, surtout de la part des adultes. Et il y a eu quelques ratés, quelques bêtises, on va dire, entre guillemets, mais rien de grave. Mais un exemple, une grosse flaque d'eau près de la fontaine, à eau. Et puis j'arrive au moment de la cantine et je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et là, personne ne répond. Je leur dis, mais vous savez, vous êtes à Living School. À Living School, on ne va pas vous condamner, on ne va pas vous juger. Vous avez le droit d'avoir fait une bêtise, une erreur. C'est vraiment pas grave. Ce qui est important, c'est de réparer. Et donc chez nous, on ne va jamais vous condamner. Même un adulte, ça peut lui arriver complètement d'oublier de fermer le robinet sous un broc d'eau, quoi. Il n'y a pas de problème. Et depuis, on les voit vraiment évoluer par rapport à ça et être très reconnaissants de ça. Le fait de ne pas se sentir jugé et le fait de pouvoir voir qu'ils sont vus vraiment pleinement dans leur potentiel. Et mon adjointe fait un travail incroyable avec eux, justement, d'accompagnement individuel pour les aider à dépasser les craintes, les peurs, les limites qui s'étaient mises dans leur tête, finalement. Oui, parce que je sais qu'on en a parlé plusieurs fois avec Philippe, quand les enfants, déjà au primaire, ont déjà eu une expérience, une année ou deux, en école primaire classique, et ils arrivent dans notre école. Philippe, tu parles souvent de déconstruction et de reconstruction de l'enfant. Alors au collège, ça doit être encore plus fort, puisqu'ils ont plusieurs années derrière eux. Carrément. Déjà de formatage, on va dire, avant d'arriver dans une école où là, il faut tout déconstruire pour recommencer finalement. Mais c'est surtout que c'est tellement pas la vie, j'ai envie de dire, ce qu'ils ont appris, que finalement, c'est les libérer de choses qui ont été acquises, qui sont des conditionnements, les libérer et leur permettre de voir que la vie, c'est pas ça. Notamment, la vie, c'est pas la compétition, c'est pas la comparaison. Il y a un poids énorme de ces jeunes qui sont arrivés cette année chez nous du regard de l'autre. Et donc, nous travaillons, et Anne-Sophie travaille énormément, à les libérer de ça et à leur dire, mais qu'est-ce que tu ressens au fond de toi? Qu'est-ce qui est important pour toi? Qu'est-ce que tu sens qui est juste là, dans cette situation pour tous? Et ça, c'est génial. Et on voit que ça les libère, ça les ouvre, ça les rend heureux. Et ça leur permet, du coup, aussi de... moi, j'ai beaucoup aimé ce que disait Philippe sur le fait de s'auto-déterminer, c'est-à-dire de redevenir acteur de sa vie. Pour nous, c'est très important. Merci beaucoup, Caroline. On reviendra tout à l'heure sur votre actualité. Vous nous direz quelques mots de votre actualité. Et maintenant, je me tourne vers Sandrine Bouvier. Donc, Sandrine, nous allons parler de l'école à l'air libre. Donc, je rappelle l'air L''ERE, et libre, qui est une école démocratique et permaculturelle. Donc ça, c'est un terme très intéressant que nous avons découvert lorsque nous avons préparé l'émission. Et vous parlez de permaculture humaine, qui est être attentif à soi et aux autres, apprendre à vivre ensemble. Donc vous êtes la cofondatrice et codirectrice de cette école, responsable de l'école secondaire. Donc c'est un établissement qui accueille une école primaire, un collège et bientôt un lycée. Et donc vous allez nous parler et nous donner, j'espère, beaucoup plus d'informations sur qu'est-ce que c'est que cette école démocratique et permaculturelle. C'est à vous, Sandrine. Alors, À l'air libre a ouvert en 2018 une école élémentaire. Et ensuite, en 2018, nous avons déménagé et ouvert le collège. Et en 2019, le lycée. Donc le lycée est ouvert depuis 2019, mais nous n'accueillons pas de lycéens, puisque l'objectif est que les collégiens qui sont chez nous viennent au lycée. Donc toute personne extérieure actuellement n'aurait pas de place. Parce que, comme l'a dit Caroline,
comme le dit Philippe, on a besoin de s'adapter. Il y a une déconstruction très très importante. Et nous, depuis 3 ans, les nouveaux membres, parce que au sein de l'établissement, un élève est un membre jeune pour nous. On est membre d'une communauté, donc moi je suis un membre adulte, et les élèves sont des membres jeunes. Ces membres jeunes, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de vivre l'instruction en famille à l'école maternelle, pour mes enfants, ceux de Célia, ma collègue, et ceux de Joël, ma collègue, qui n'avaient pas l'occasion de connaître ce mode d'éducation avant de venir, on a vu qu'il était nécessaire pendant de nombreux mois, voire 1 an, d'être libre, de pouvoir s'autodéterminer dans les apprentissages, pour déconstruire tout ce qui avait été accumulé dans le cadre d'une éducation traditionnelle. Et donc, donc, tout ce que vous avez dit, je plus sois, j'appuie. Nous, on a un petit logo démocratique permaculturel, mais ce que Philippe a avancé, ce que vous avez avancé, Caroline, c'est ce qu'on vit au quotidien également. C'est tout à fait dans ce sens-là. On a ajouté permaculturel parce que les prises de décision sont vraiment prises tous ensemble. Il y a une autogestion. En tant qu'adulte, on a des rôles. On enfile soit des salopettes, soit des robes en fonction de nos responsabilités administratives. Et puis ça, c'est et au quotidien également. Et tout est présenté aux membres jeunes. Et ils ont la possibilité de participer également à tous ces rôles et toutes ces décisions. Donc eux, aujourd'hui, comme ça fait que 3 ans qu'on existe, ils se concentrent vraiment sur ce qui les tient le plus à cœur. Donc ça va être tout ce qu'ils vont vivre au sein de l'école. Par exemple, moi, je suis en charge des relations équipes, et donc je vais recruter les volontaires en service civique. J'informe le collectif de tout ce qui se passe, et les membres jeunes peuvent participer aux entretiens avec moi s'ils le veulent. Aujourd'hui, aucun n'est intéressé parce que c'est pas son quotidien. Donc la démocratie, l'autogestion est dans ce sens-là, et toute décision est prise au consentement. C'est pas la majorité absolue, c'est vraiment important pour nous que chacun puisse vivre avec les décisions qui sont prises, et non pas parce qu'une majorité l'aura imposé. Et puis après, l'aspect donc permaculturel, oui. C'est tout le savoir-être, tout ce que Caroline a pu avancer, d'être attentif aux autres, d'être attentif à soi-même, d'être en capacité de s'exprimer le plus justement possible, de reconnaître ses émotions, de s'affirmer et non pas d'aller contre. Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'origine en fait de cette école, c'est vrai que j'aurais dû commencer par là, c'est que vous avez créé cette école, vous êtes plusieurs mamans, je crois, ouais. C'est parti en fait d'une initiative personnelle d'un petit groupe de mamans. Comment ça s'est passé en fait? Alors c'est à la fois personnel et professionnel, parce que moi jusqu'à décembre 2019, j'étais professeur des écoles. J'ai été professeur des écoles dans l'Académie de Versailles et l'Académie de Créteil pendant plus de 13 ans. Et en maternelle principalement, mais également beaucoup de remplacements en élémentaire. Et puis Célia, elle, est dumiste. Donc actuellement, elle est en disponibilité, mais sinon, elle est dumiste intervenante musicale. Elle l'a été pendant plus de 10 ans. Et on s'est rencontrés quand nos enfants étaient inscrits dans une école Montessori. Et nous avons rencontré également Joël. Et quand s'est posée la question du collège pour mon fils aîné et le fils de Joël, le fils cadet, tous les deux n'avaient pas envie d'y aller, et Joël et moi étions pour les écouter. Et donc à ce moment-là, on a créé une toute petite école, et c'était juste pour mes enfants et ceux de Joël. D'accord. Donc on a fait toutes les démarches administratives. Voilà, notre toute petite école. Et puis l'année suivante, Célia a ouvert également une micro-école. Elle avait que l'idée de l'élémentaire. Elle cherchait ensuite à déménager. Et donc Joël et moi sommes allés la rencontrer parce qu'on se connaissait juste de loin au départ. Et donc l'idée est venue de créer un établissement en déménageant. Célia voulait aller vers Étampes, donc on a cherché à Étampes, et c'est à ce moment-là que d'autres familles
quand on a communiqué, ils nous ont fait part de leur intérêt. Donc on a commencé avec 14 enfants et avec les allées et venues, puisqu'on peut s'inscrire en cours d'année, on est allé jusqu'à 21. La première année, pareil, la deuxième année, il y a eu des départs. Et donc là, actuellement, il y a eu 2 déménagements, donc du moins 2 enfants qui ont déménagé. Donc il y a 19 enfants. Et donc depuis 2018, il y a des enfants d'âge de 6 à 14 ans avec nous. D'accord. Voilà. Et il n'y a pas de maternelle, les locaux ne le permettent pas. Et nous avons choisi de ne pas suivre le programme de l'éducation nationale. Donc nous fonctionnons par cycle. Les 2 premières années, on se référait au cycle éducation nationale, donc du CP au CE2, CM1 6e et 5e 3e, puisque donc il n'y a pas de lycéens depuis le début de l'année. Et cette année, on s'est rendu compte que les enfants qui étaient en CE2, dans leur centre d'intérêt, dans leur capacité à apprendre, c'était plus simple s'ils intégraient le groupe de CM1, CM2, 6e. Donc on fonctionne avec un petit cycle de équivalent CP-CE1, ensuite du CE2 à la 6e et de la 4e à la 3e. Et donc, nous utilisons également la pédagogie de projet avec différents outils issus des pédagogies Freinet, Montessori, ou bien tout ce qui peut être traditionnel. Et un enfant qui est en CP peut très bien travailler avec un enfant de 3e. Dans son projet, ça ne pose pas de souci. Nous, on s'adapte. Ce qu'on peut voir cette année, c'est que ils respectent eux-mêmes, du moins. Je ne sais pas si c'est respecter eux-mêmes, mais en tout cas, dans les projets, ça fonctionne entre des enfants de 6-7 ans, ensuite des enfants de 8 à 11 ans et des enfants de 12 à 15 ans. Et donc on sait que l'année prochaine, notre école, on va la présenter plus avec des cycles de cet âge-là. Et ça s'est auto-organisé finalement. Ça s'est auto-organisé, tout à fait, ouais. D'accord. Et donc comme ils suivent les cycles, comme on ne suit pas le programme de l'éducation nationale, on ne s'impose pas un volume horaire. Nous allons travailler le français, les mathématiques, les sciences, tout vraiment à partir du projet. Et au cours d'une année, un enfant peut très bien s'intéresser beaucoup plus aux sciences et aux langues vivantes qu'aux mathématiques. Le français, on le retrouve partout, donc au cours d'une année, on s'intéresse de fait au français. Voilà, et donc nos observations et notre suivi des acquisitions fait que on sait si un enfant ne s'est pas intéressé aux mathématiques pendant 1 an, l'année d'après, on lui en fait part. Et puis, comme il y a des attendus, l'éducation nationale encadre très très bien toutes les écoles hors contrat que nous sommes. Eh bien, nous répondons aux attentes de l'éducation nationale en dirigeant. Il y a un moment, on sait très bien que même si on est dans l'autodétermination totale, on souhaite vraiment les libres apprentissages le plus possible. On a quand même conscience qu'on ne peut pas aller aussi loin qu'aux États-Unis, par exemple, et qu'il y a un moment dans le cycle, on sera obligé de demander, de dire aux membres jeunes, ça, tu ne l'as pas étudié, il y a une attente, donc comment peux-tu l'étudier ? Et soit ils ont plein d'idées, c'est formidable, soit ils n'en ont pas, et donc on se permet de leur proposer tout un matériel. Voilà. Mais c'est vraiment c'est dynamique. Philippe n'arrêtait pas de parler de système vivant, et notre école, elle est très très vivante. Et aujourd'hui, c'est vraiment le fruit des 2 dernières années, Covid compris, parce que pendant le confinement, on a continué à faire plein de choses de loin, alors qu'on ne pensait vraiment pas les faire. On était fiers de nous. Vraiment. Voilà, donc ça, c'était bien. Et cette année, on s'adapte à nouveau, et puis on s'adapte aussi avec ce que vivent d'autres écoles et ces fameuses attentes de l'éducation nationale qui ont un poids quand même important. Voilà. Alors, c'est vrai que cette période Covid, vous l'avez tous connue dans le cadre de vos écoles. On peut dire aussi que nous, avec le recul que l'on a, on s'aperçoit qu'on a pu s'adapter peut-être plus facilement que des écoles traditionnelles à cette situation de crise sanitaire et également par l'aspect nature. Vous avez parlé de sorties au parc, à l'école, au lycée, les enfants sont également dans un parc. Vous parlez aussi de pédagogie par la nature. Qu'est-ce que c'est exactement ? Alors, ce que c'est que donc à l'air libre, c'est une maison à Étampes dans un parc de 3000 m². On a choisi d'investir une maison et donc toutes les salles de cette maison
correspondent à des ambiances. On a une salle motricité, une salle peinture. Actuellement, il y a 2 salles dédiées aux études. Il y en aura une 3e à la rentrée. Une salle de jeu pour tous les jeux libres, les Lego, Playmobil, tout ça, surtout pour les plus jeunes. Un atelier, une salle musique et une salle calme, une bibliothèque. Et un parc. Un parc avec des arbres, 3000 m² qui sont à disposition totalement, comme à Olysée. On sort quand on veut, il n'y a pas d'heure de récréation. Et donc, il y a ce premier aspect de la pédagogie par la nature dans le jeu libre. Et ensuite, donc, nos petites années d'expérience fait qu'en éco-citoyenneté, on n'est pas aussi loin qu'à Living School. On espère, on ira, on tend vers. C'est vraiment ce qu'on a en tête. Mais donc, on en est au début. Et donc, pour nous, ça commence par des ateliers, là aussi, qui correspondent au cycle. Donc, des ateliers qu'on appelle naturescence pour les plus jeunes, où on utilise énormément la pédagogie Montessori pour pouvoir étudier tout ce qui va être tout ce qui est végétal, les insectes, les animaux. Donc, au départ, on est en situation, et puis après, on tire vers l'abstraction. Ensuite, pour le second, donc l'équivalent du 3e cycle éducation nationale, mais le 2e chez nous, c'est dans le cadre du Club Nature, qui a lieu tous les jeudis avec un intervenant dédié. Et donc là, c'est la participation concrète à la réalisation de notre potager en permaculture. On a également le projet de créer une petite forêt comestible. Donc on a commencé à planter des pommiers. Il y a eu des greffes d'organiser par les enfants, et donc ensuite on les plante, c'est le suivre. Et ce club nature également concerne les collégiens. Et pour les collégiens, ensuite, on se dirige vers des ateliers plus abstraits pour aborder la biodiversité, donc en dehors de ce club nature. Et donc, on est en phase actuellement d'expérimentation. Voilà, on avance, puisque avec les 4 mois de Covid de l'année dernière, du moins, on a eu une petite perte. Tout le printemps, on l'a perdu. Oui. Ouais. Donc on avance doucement, mais ça passe par là. Et ça passe par la liberté, par la découverte, par le respect de ce qu'on vit. On profite des forêts environnantes parce qu'on est dans le sud de l'Essonne, on est près de Chamarande. Donc on va souvent à Chamarande. Actuellement, près de chez nous, à Morigny, Champigny, Auvers-Saint-Georges, il y a tout un pan de forêt qui appartenait à un particulier qui a été redonné au département. Donc on explore. On a un nouveau terrain de jeu, donc on en profite. Et tout ça à notre rythme et au rythme des enfants. Merci beaucoup Sandrine. Alors, on va bientôt conclure. En résumé, on a parlé d'éducation alternative. Je vais résumer avec une phrase qui est peut-être un peu longue et je vais vous demander le mot de la fin à chacun. Peut-on dire que la finalité de l'éducation alternative, c'est contribuer à la formation d'enfants pour qu'ils deviennent des adultes autonomes, conscients et confiants en leurs capacités, curieux et désireux de continuer à acquérir de nouvelles connaissances et ayant un rôle actif dans la vie sociale. Philippe, le mot de la fin. Oui, c'est parfait. C'est parfait. Caroline, est-ce que vous avez peut-être des choses à ajouter ? J'ajouterais dans la vie sociale pour contribuer à un monde meilleur. Tout à fait. Oui, j'appuie et puis et pour apprendre à se connaître également. Avec des acteurs du monde de demain. Être acteur. Positif. Positif. Alors, merci beaucoup à tous les trois. Donc, je me tourne à présent vers Chase pour la chronique de Chase. Donc, nous allons retrouver dans toutes nos séries de podcasts une petite chronique que nous avons intitulée la chronique de Chase. Et Chase, d'abord, bonjour Chase. Bonjour Claire. Donc, vous êtes en charge de la communication à l'école Olysée et vous allez dans notre émission prendre l'habitude de répondre aux questions les plus fréquentes que se posent les parents sur ces écoles alternatives. Chase, il y a une question qui revient souvent, c'est finalement, est-ce que mon enfant va être plus heureux dans une école alternative ? Oui Claire, on peut répondre sans aucun doute que les enfants sont plus heureux, car les écoles alternatives posent d'entrée de jeu la question de l'épanouissement personnel de l'enfant
celle du bonheur et celle de la joie quotidienne. Le bien-être est une matière comme une autre et le climat est plus serein que dans le système classique. Dans les écoles Freinet, Montessori et Steiner, on développe l'intelligence globale chez les enfants. C'est-à-dire, on s'adresse à la tête, mais aussi au cœur, au corps, à l'intuition et à la créativité. Les experts ont montré que ces jeunes sont plus conscients de leur potentiel, de leur qualité et de leurs ressources. Alors, une autre question que se posent aussi les parents, pourquoi mon enfant, finalement, va être mieux préparé pour les études supérieures et la vie professionnelle? Les pédagogies alternatives favorisent l'autonomie et l'expression libre de l'enfant, son discernement, sa capacité d'adaptation, de collaboration, d'empathie et d'analyse. Une chercheuse en psychologie positive, Rebecca Shankland, a suivi des enfants dans les écoles Steiner et Montessori qui entraient dans le supérieur. Son étude a montré qu'ils s'adaptaient mieux que les enfants au système traditionnel et présentaient un meilleur bien-être psychologique. 40% des adolescents ont gagné en confiance en eux, contre 13% de ceux des écoles classiques, et ils étaient 2 fois moins sujets au stress et à la dépression. Ces jeunes sont plus débrouillards, impliqués, demandeurs et volontaires dans leur travail. En général, ils ont de meilleurs résultats, sont plus créatifs et ont une facilité à communiquer qui leur permet de trouver leur place rapidement. Pour les parents qui veulent aller plus loin, je leur conseille le livre « La psychologie positive » de Rebecca Shankland. Donc, ce que vous voulez dire, Chase, c'est qu'ils trouvent finalement leur voie plus facilement. Oui, absolument, car leur autonomie et leur technique d'apprentissage les aident à affronter l'avenir de manière plus sereine. En laissant les enfants développer leur curiosité et explorer différents domaines, ces écoles permettent aux enfants de se connaître et trouver leur passion. Tous ces jeunes deviennent acteurs de leur apprentissage et de leur vie. Une étude très intéressante des anciens élèves de la Source à Meudon, qui était la première école dite nouvelle, fondée en 1946, montre que de nombreux élèves issus de la pédagogie alternative ont recours à des reconversions professionnelles. Ces changements fréquents prouvent que ces enfants sont assez sûrs d'eux pour se libérer des situations qui ne leur conviennent plus. Il y a autre chose aussi à souligner, c'est que les jeunes issus des écoles alternatives montrent une réelle volonté de s'investir pour un monde meilleur et plus solidaire. Par exemple, ils sont nombreux à s'orienter dans les filières artistiques et sociales, mais aussi dans les secteurs de l'innovation et de la communication, pour mettre leur capacité au service de ces futurs métiers qui n'existent pas encore. Merci beaucoup, Chase, pour toutes ces précisions. Et merci à nos invités d'avoir participé à cette première émission sur l'éducation alternative. Donc, avant de conclure, je vous laisse la parole chacun pour présenter vos actualités ou votre actualité du moment. Donc, Caroline, je commence par vous. Alors, l'actualité du moment, c'est que le 17 mai, de 17h à 18h30, j'organise une rencontre en ligne pour tous les gens qui s'intéressent à Living School, à notre pédagogie, à nos formations au savoir-être, à l'éco-citoyenneté. Et l'inscription se fait sur notre site internet livingschool.fr. Et dernière petite annonce, il nous reste des places pour le collège l'an prochain. Très bien. Donc, 17 mai, livingschool.fr pour la conférence. Et les inscriptions sont encore ouvertes pour le collège rentrée septembre 2021. Exactement. Très bien. Merci beaucoup, merci. Caroline. Philippe ? Oui, tout à l'heure, je vous parlais de la liste pratique pour ce qui concernait la formation. Oui. Je vais vous donner l'adresse pour s'inscrire. Donc, c'est https://ruelen.fr/pratique avec un S. D'accord. Ça, c'est pour s'inscrire sur la liste de diffusion pratique. Et c'est comme ça que toutes les personnes du mouvement 3 types se forment depuis plus de 20 ans. C'est une liste qui a succédé à des listes qui étaient avant Internet, sur Minitel. Ah oui, d'accord, sur Minitel. Tout ça pour dire que ça ne remonte pas d'hier. Oui, ça remonte, oui. Et puis, tous les ans, on fait une rencontre annuelle qui a lieu au mois de juillet. Là, cette année, c'est du 11 au 16 juillet. Il reste quelques places. Donc, pour s'inscrire, je vous donne une adresse aussi, une page, c'est https://arbuste.net/rencontre. Et ça se passe où ? À 50 km à l'est de Lyon. D'accord.
sur une presqu'île, à la frontière entre l'Isère et le département de l'Ain. Ah, voilà. Des paysans. Impeccable. Et Sandrine, est-ce que vous avez une actualité à nous annoncer? Il reste des places également, les inscriptions sont ouvertes? Tout à fait. Alors oui, les inscriptions sont ouvertes. Il y a 2 journées portes ouvertes pour nous au mois de mai. Une d'ici quelques jours et puis une le dernier week-end de mai, le samedi. Et puis sinon, notre grosse actualité, c'est qu'on a lancé une campagne de financement pour pouvoir développer notre forêt comestible, justement. Donc c'est sur la plateforme Bluebees et notre projet s'appelle Grandir Nature. Donc on accepte tout soutien, tout partage, voilà. D'accord, donc grandir Nature. Et pour les portes ouvertes, on vous trouve sur le site internet? Oui, sur notre site internet à la page agenda. D'accord, qui est alairlibre. alairlibre.com. alairlibre.com. D'accord, impeccable. Et ben, nous aussi, je crois, de Chase à l'école Olysée, il y a une journée porte ouverte le 8 mai. Vous pouvez également retrouver donc sur notre site internet école-olysée.fr. Alors, quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver pour un autre podcast sur l'apport des sciences cognitives et neurosciences dans l'éducation alternative. Tout un programme. Vous pouvez retrouver en attendant l'intégralité de cette émission donc sur le site www.école-olysée.fr et sur toutes les plateformes d'écoute et de podcast. Donc n'hésitez pas à le partager et à nous laisser des commentaires, bien entendu, si vous avez des questions. Merci Sandrine, merci Philippe, merci Caroline. Très bonne journée et à très bientôt.